Je suis Dr Jean Roche, je suis psychiatre et gériatre au CHU de Lille et responsable de la filière psychogériatrique au sein du CHU et médecin référent du CR3PA. Alors ça peut surprendre en fait qu'une maladie cognitive entraîne des troubles de comportement, puisqu'une maladie d'Alzheimer par exemple est une maladie neurologique et que la majorité des gens pensent que la maladie d'Alzheimer se résume à une atteinte de la mémoire. La maladie évolue et donc d'autres fonctions cognitives vont être touchées également. Et autre élément important, c'est que le cerveau est avant tout une interface avec le monde et que tout ce qui va entraîner un dysfonctionnement de ce cerveau va entraîner un trouble du comportement du fait d'une mauvaise adaptation de la personne qui analyse mal son environnement. Voilà, donc c'est pour ça qu'un certain nombre de troubles de comportement peuvent apparaître dans le cas des maladies neurocognitives, dont la maladie d'Alzheimer, et notamment l'agitation et l'agressivité dont on va parler aujourd'hui. Deux patients Alzheimer ne se présenteront pas exactement de la même façon. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des grandes variabilités dans l'expression des troubles du comportement aussi. Ça va dépendre en fait de la personne. La personne n'est pas juste quelqu'un qui est touché par la maladie d'Alzheimer, c'est aussi quelqu'un qui a une personnalité, une histoire de vie dont il faut tenir compte. Ça va être variable aussi en fonction de l'heure de la journée. Le soir, souvent, il y a plus de troubles de comportement. C'est variable également en fonction du stade de la maladie. Plus la maladie est à un stade évolué, plus on a de malchance, on va dire, d'avoir des troubles de comportement invalidants. Et dernière chose, ça dépend également du type de maladie neurocognitive. Ce ne sera pas exactement la même chose si c'est une maladie d'Alzheimer, une maladie à corps de Lewy, une maladie frontotemporale, une maladie vasculaire ou autre maladie neurocognitive. Alors, il y a différentes façons de les classifier ou de les expliquer. Le plus classique, c'est parler des agitations concernant l'agitation verbale et l'agitation physique. On va commencer par l'agitation verbale. Elle peut être avec ou sans agressivité. Donc, quand elle est sans agressivité, ça peut être des gens qui vont parler de façon itérative, avec un questionnement itératif, toujours un peu la même question. Et quand c'est une agitation verbale avec agressivité, ça va être des propos qui vont être insultants, un sentiment d'hostilité, un sentiment de se sentir accusé par son entourage, et des gens qui du coup réagissent à ça très fort. Et donc il peut y avoir des cris également qui en découlent de ces comportements agressifs verbaux, voire des conduites d'opposition dans certains soins. Oui, l'agitation physique va également se décliner en deux parties, l'agitation sans agressivité et avec agressivité. Sans agressivité, ça va consister avec un patient, une personne qui va déambuler, qui va errer dans son environnement du fait d'une désorientation spatiale. Ça peut être également quelqu'un qui va déplacer les objets, qui va les mettre dans d'autres endroits sans raison particulière. Et sur les comportements physiques, l'agitation physique avec agressivité, ça va être des conduites d'opposition, des cris, des tendances à mordre, à griffer, à frapper, à jeter des objets. Ça se voit bien sûr dans les stades les plus évolués des maladies neurocognitives. Alors, les causes seront différentes selon en fait de l'ancienneté des troubles du comportement. Quelque chose qui vient d'apparaître, la première chose à rechercher, c'est une cause somatique, une cause médicale, ce qu'on appelle les épines irritatives. Les épines irritatives les plus classiques, c'est les infections, les douleurs, les constipations, les problèmes d'hydratation et éventuellement des problèmes de iatrogénie. Donc c'est ça qu'il va falloir rechercher et c'est ça qu'il va falloir traiter. On traitera la cause en fait de cette confusion mentale qui va se surajouter. L'environnement peut avoir bien sûr un impact, mais là on est plutôt sur les recherches de causes dans des troubles de comportement plus anciens. Les plus classiques en fait des causes, c'est l'environnement, tout ce qui va entraîner un inconfort pour la personne malade. Donc s'il y a trop de bruit, s'il fait chaud, s'il fait froid, si la personne a faim, a soif, tout ça, ça va entraîner des troubles. Ce qui peut être également en cause en fait sur ces troubles de comportement, sur l'origine de ces troubles de comportement, c'est une méconnaissance par l'entourage, professionnel ou familial, des rythmes en fait de cette personne. Si la personne se couchait habituellement à 22h et qu'on la couche à 19h, ça peut déclencher un trouble de comportement. Donc plus on connaît la personne, mieux c'est. On va donner quelques exemples de moments à risque, puis il y en a d'autres. On va parler les plus classiques. Les plus classiques concernent les soins à la personne. Les soins à la personne, ça va être les médicaments, par exemple,
ou les soins intimes, les soins de toilette. Le patient qui a une maladie d'Alzheimer, par exemple, n'a pas conscience en fait d'avoir cette maladie et ne comprend pas pourquoi elle a besoin d'aide. Donc c'est source de conduite d'opposition et il faut apprendre à faire une toilette à quelqu'un qui a une maladie neurocognitive. Ce n'est pas naturel et les soignants ne sont pas automatiquement formés à ça. Alors on va commencer par les traitements médicamenteux. Dans le cas des troubles de comportement, mais pour dire qu'en fait, il ne faut pas en attendre grand-chose. Le niveau de preuve en fait, sur les médicaments psychotropes est assez faible et le risque iatrogène, le risque d'effets secondaires, le risque de confusion, le risque de chute est relativement important. Donc je dirais que les traitements médicamenteux ne sont pas la règle et c'est vraiment après avoir essayé autre chose et quand les troubles sont très gênants qu'on peut être amené à les utiliser, mais toujours avec extrêmement de précaution. La première démarche, c'est de rechercher une cause somatique quand le trouble du comportement est aigu. On va faire un examen clinique complet, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va chercher ce qui est le plus évident et si on a trouvé la cause, on va traiter la cause. La prise en charge, la prise en soin sera ciblée sur la cause somatique, sur la cause de la confusion mentale dont on parlait tout à l'heure. Alors la communication, ça s'apprend. Communiquer avec un patient qui a une maladie neurocognitive, qui a une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neurocognitive, c'est pas naturel. La base, c'est ne pas mettre en échec. Écouter, prendre son temps, être dans un environnement calme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de bruit aux alentours, faire des phrases simples, reformuler quand c'est nécessaire. Voilà, tous ces éléments-là sont des éléments qui vont être importants. On a vu qu'un certain nombre de troubles de comportement peuvent être sur le mode d'agitation physique et notamment sur le mode de déambulation, d'errance. Cette errance peut poser problème si les locaux ne sont pas sécurisés. Donc il y a des choses à faire. Donc, limiter les possibilités de sortie involontaires, faciliter également les déambulations du patient, qu'il ne soit pas enfermé dans sa chambre, limiter les contentions. Tout ça, ça va être des choses qu'il faut éviter, anticiper également le risque de chute en nettoyant entre guillemets les sols, les objets qui pourraient être source d'obstacles. Alors l'activité physique, il faut la considérer comme une thérapeutique. Faire une activité physique, ça détend. Et on a vu qu'une des sources en fait, de ces troubles de comportement, notamment de l'agitation, c'est l'anxiété, l'inconfort. Donc tout ce qui va en fait permettre à la personne de se détendre, de voir par exemple de faire une marche à l'extérieur, de faire un peu de vélo d'appartement ou de vélo avec un APA ou un kiné dans un service ou dans une EHPAD, va être bénéfique et sera positif sur les troubles de comportement quels qu'ils soient et notamment sur l'agitation. Pour prendre en charge les troubles de comportement, on a vu tout à l'heure que les médicaments n'étaient pas en première ligne. Donc ça veut dire que ce qui est en première ligne, c'est le non médicamenteux. C'est l'adaptation à l'environnement, c'est la connaissance de la maladie et c'est également la formation du personnel. C'est essentiel. Et la formation du personnel, elle doit se faire en formation continue, mais elle se fait aussi pour les aidants naturels, les aidants familiaux. Apprendre à communiquer, apprendre à connaître la maladie, les spécificités, comprendre pourquoi ce trouble de comportement est là et rechercher les causes en fait, des troubles de comportement pour les atténuer au maximum. Et c'est ça qui est le plus efficace. Pour conclure sur ce point de la prise en charge des troubles de comportement et notamment de l'agitation, je pense que ce qui est important, c'est connaître la personne et pas simplement la maladie qu'a cette personne.